puisqu'on a 20 minutes en tout, et c'est beaucoup et c'est très peu, mais ça va être suffisant. À la fin du documentaire, j'ai écrit une phrase en disant « Il est des dates qui entrent dans l'histoire. Le 7 octobre 2023 en fait désormais partie. » Je me tourne vers l'historien Yanis Roder. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va vraiment entrer dans l'histoire? Bonsoir. C'est déjà rentré dans l'histoire, Yves. C'est une date, le 7 octobre est une date rupture. Et c'est ce qui fait les dates historiques. C'est-à-dire qu'il y a un avant 7 octobre et il y a un après 7 octobre. Et les choses font qu'il y a des dates comme ça dans l'histoire où les choses ne sont plus jamais les mêmes. Elles évoluent, elles changent complètement. C'est un moment charnière, en réalité. C'est un moment rupture, un petit peu comme le 11 septembre, je crois, auquel on pourrait comparer le 7 octobre. C'est une rupture pour Israël, bien sûr, qui se retrouve là, confronté à une violence qu'il n'a jamais connue sur son sol, ce type de violence. C'est une rupture pour les Juifs du monde entier, parce que les Juifs du monde entier se sont sentis, et je crois que tout le monde s'en souvient, ce samedi 7 octobre, dans un sentiment soudain d'insécurité. Parce que Israël, c'est l'assurance vie. En tout cas, c'est comme ça que c'est considéré par beaucoup de gens, par beaucoup de Juifs dans le monde, l'assurance vie des Juifs du monde. Et cette assurance vie, elle s'est retrouvée remise en cause ce jour-là. C'est une rupture géopolitique, c'est le retour de la question palestinienne qui avait été largement effacée. On pourrait y revenir un peu plus tard si vous voulez, mais je crois qu'il y a des gens qui vont en parler. Mais surtout, on est passé à un moment de rupture aussi géopolitique parce que jusque-là existait une remise en cause que l'on entendait de l'Israël de 1967, c'est-à-dire de l'Israël de la Cisjordanie aujourd'hui, de Gaza avant. On remettait en cause Israël de 1967. Aujourd'hui, on remet en cause Israël de 1948. Et la rupture est très importante. Ça veut dire qu'on rend acceptable, on a rendu acceptable, je parle de l'Occident, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord, on a rendu acceptable l'idée même que l'existence d'Israël, ou plutôt de l'existence d'Israël. C'est-à-dire que la victime, aujourd'hui, est accusée de génocide par un Sud global, ce qu'on appelle un Sud global, qui veut faire changer les paradigmes. Vous avez eu la Shoah, nous avons toujours les crimes coloniaux, nous avons vos crimes coloniaux. Et la rupture, je crois, elle est là. Et tout cela fait du 7 octobre une date historique. Merci Yannick. Justement, Michael, au-delà de cette inversion, etc., est-ce qu'on a eu l'impression aussi, alors évidemment, chaque mort est égale, on ne peut pas faire de différence, mais on a aussi une inversion victimaire, c'est-à-dire que les coupables ont été présentés comme aussi des victimes. Comment vous avez analysé, quel regard portez-vous sur cette transformation? Ça s'appelle l'antisémitisme. C'est l'idée au fond il est pour une grande partie des gens et une grande partie du monde insupportable que les Juifs soient des victimes. Dès qu'elles sont des victimes, il faut les effacer. C'est le sens même du négationnisme, c'est le sens de l'antisémitisme du XIXe siècle et de toutes ces variantes pour une raison très simple. Quand on observe par exemple la dernière idéologie en date qui l'instrumentalise, le wokisme, on se rend compte que dans, disons, le panel des acteurs de cette idéologie, le juif est considéré non pas comme un racisé, entre guillemets, mais comme un super dominant. Et donc, le juif doit être la menace principale. Vous savez, on mélange toujours le racisme et l'antisémitisme. C'est exactement le contraire. Le racisme, c'est l'idée que l'autre vous est inférieur. Donc s'il vous est inférieur, vous pouvez le dominer, vous pouvez l'esclavagiser, vous pouvez le coloniser. L'antisémitisme, et vous n'avez aucune raison de le tuer. L'antisémitisme, c'est l'inverse. Le juif nous est supérieur, il nous domine, il nous manipule, il fabrique le monde pour... Vous savez, c'est le titre... On se trompe souvent sur le pamphlet antisémite de Céline, Bagatelle pour un massacre. Le massacre en question, c'est le massacre des Goïs, je cite Céline, par les Juifs. Et donc, il doit rester dans cette position de domination et être en permanence diabolisé. Donc, l'idée que le Juif soit victime est insupportable. Et la volonté d'inverser ce qui s'est passé, c'est-à-dire les coupables deviennent des victimes
et les victimes des coupables, c'est principalement l'envie d'effacer en premier lieu le 7 octobre et en second lieu la Shoah. Il y a tout ça qui est induit dans ces mécanismes de subversion de la réalité. Voilà. Alors après, il faut dire que cette inversion a été favorisée par un certain nombre d'acteurs. Je pense notamment à LFI qui, pendant 8-9 mois, a seriné chaque jour que le juif, que les Israéliens commettaient d'abord un apartheid et puis ensuite très vite un génocide. Et cette diabolisation des Juifs a permis au fond d'exonérer en même temps la responsabilité des coupables. Et cette inversion a pu avoir lieu et a fait germer dans l'esprit de certains, et je pense notamment, vous savez, à ce qui s'est passé à Courbevoie avec cette petite fille de 12 ans qui a été violée, qui était en fait un copycat du 7 octobre. Et ces mots qui ont diabolisé Israël et les Juifs ont permis d'une certaine manière de l'autoriser. Donc un nouvel amalgame en fait est en train d'être créé à force de cette diabolisation et de cette inversion entre la victime et le bourreau. Et ce nouvel amalgame, c'est le juif égal fasciste. Je rappellerai une chose. En 1941, lorsque les Allemands mettent en œuvre l'invasion de l'URSS avec le plan Barbarossa, ils suscitent des pogroms partout en Europe centrale et en Europe de l'Est. Il y a des pogroms dès qu'ils entrent à Riga, à Kaunas, dans toutes les grandes villes où ils pénètrent, qui sont suscités en sous-main par les nazis, mais surtout par les mouvements nationalistes locaux. Et ça va prendre feu, ça va s'incarner, et ça va agréger la population locale dans ces pogroms, parce que l'amalgame qui avait été fait, c'est juif égale bolchevique. Et le bolchevisme avait laissé de très mauvais souvenirs dans ces régions-là. Donc, si vous voulez, on a franchi un seuil avec ce fait divers à Courbevoie. C'est finalement la possibilité et l'autorisation que ces pogroms se reproduisent et que ces pogroms, finalement, seraient fomentés et perpétrés au nom du bien. Merci. Emmanuel Navon, justement, on a parlé de la manière dont les Juifs ont été traités alors qu'ils étaient victimes. Il y a eu des accusations. Et comment l'État d'Israël fait pour justement se préserver un peu le soutien du monde libre? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'Israël n'est pas un peu solitaire, voire la solitude d'Israël, comme dit un philosophe, comme l'a écrit un philosophe? Vous remarquerez qu'Israël occupe une place centrale, vous l'avez rappelé, dans le débat politique français et européen. Il y a une raison pour cela. Israël, au bout du compte, la culture juive et le peuple juif sont l'un des piliers de la civilisation occidentale, évidemment avec la culture gréco-romaine. Et donc, quand on veut la préservation de cette civilisation judéo-chrétienne et gréco-romaine, on veut la préservation d'Israël. Lorsque on veut démanteler cette civilisation, que ce soit par idéologie islamiste ou postmoderne, eh bien, cela passe par le démantèlement d'Israël. D'où cette alliance contre nature entre un islamisme prémoderne et un nihilisme postmoderne. Parce que, bien qu'ils n'ont rien en commun, ils ont en commun cette détermination de démanteler les fondements de la civilisation occidentale, et Israël est l'un de ces fondements. C'est la raison pour laquelle l'islamisme sait manipuler l'opinion publique occidentale en utilisant les termes qui parlent à l'Occident, en manipulant les concepts, en parlant de colonialisme comme si il n'y avait que l'Occident qui avait participé au colonialisme, comme si l'islam s'était répandu du Moyen-Orient jusqu'à l'Indonésie et au Maroc par l'action du Saint-Esprit. Il parle... C'est ce qu'on appelle en psychologie la projection. Quand vous dites « ils », vous parlez quoi, des islamistes. Oui, mais c'est-à-dire ceux qui accueillent ça, ce sont les islamo-gauchistes, c'est ça? Je dis que les islamistes savent manipuler l'opinion publique occidentale et trouver des idiots utiles chez l'extrême gauche
Ça a été le cas, par exemple, avant la révolution iranienne, puisque les opposants au Shah étaient à la fois les islamistes chiites et les communistes. Et évidemment, une fois que les islamistes chiites ont gagné, ils ont éliminé les communistes. C'est toujours le même processus. C'est utiliser des idiots utiles pour une lutte commune, mais c'est toujours les mêmes qui se font éliminer une fois que la révolution a eu lieu. D'où cette stratégie de diaboliser Israël, d'isoler Israël, en utilisant des concepts qui parlent à la conscience occidentale. La liberté, le droit à l'autodétermination. Pourquoi pensez-vous qu'à partir des années 70, début des années 70, tout d'un coup on entend parler d'un peuple palestinien dont personne n'avait jamais entendu parler avant? C'est une invention de la propagande soviétique. Pour ne pas dire, c'est exactement ce qu'expliquent les soviétiques et ce qu'expliquent les Vietnamiens communistes à Arafat. D'ailleurs, l'OLP a traduit les écrits des communistes vietnamiens en arabe, parce que ce qu'explique Nguyen Giap, le général mythique des Nord-Vietnamiens, c'est qu'il ne faut pas dire aux Occidentaux « oui, nous voulons éliminer Israël ». Non, il faut parler d'autodétermination, de liberté. Donc il faut inventer un peuple palestinien qui va se libérer de quoi? Du colonialisme. Parce que ça, c'est justement, les Occidentaux ont ce complexe vis-à-vis du reste du monde, donc il faut parler ce langage. Et c'est comme ça qu'ils inversent les concepts. Ils ont colonisé le Proche-Orient, et c'est nous les colonisateurs. Ils parlent d'autodétermination quand ils parlent, par exemple, de Palestine libre. C'est quand même incroyable. Y a-t-il un pays arabe dans le monde qui est libre? Je veux dire, ce sera, quand on nous dit que dans une Palestine unifiée entre juifs et arabes, ce sera un pays libre. Libre comme quoi? Comme la Syrie, comme l'Irak, comme la Libye. Ils prennent les gens pour des imbéciles, et je vais vous dire quoi? Cette stratégie qui consiste à prendre les gens pour des imbéciles, elle marche. Merci Emmanuel. Il fallait évidemment avoir une voix arabe dans cette table ronde, et je suis très heureux de vous accueillir. Je pense que, alors, on avait prévu autre chose, mais je pense que vous avez un message à faire passer. Alors, je vous laisse la parole. Allez-y. Merci. Bonsoir. Je voudrais dire mon message en français, pas en anglais. C'est pour cela, pour être précise, j'aimerais le lire. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous faire, et je suis syrio-libano-syrienne, dit-on? Ok. Je ne suis pas juive. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous faire... Nobody is perfect. Pour vous faire prendre conscience de l'urgence de la situation. Imaginez ce qui suit. Et si le 7 octobre n'était pas que le début, et si le 7 octobre était le catalyseur destiné à polariser le monde comme déjà auparavant, pour creuser un fossé entre la gauche et la droite. La Troisième Guerre mondiale est censée se produire entre nous, le peuple. Plus nous sommes poussés vers l'extrême gauche et l'extrême droite, plus la guerre sera importante, plus le choc sera fort. Ce qui a commencé en Israël se poursuit comme un effet domino dans le monde entier. Il s'agit d'un plan diabolique de génie, alimenté par le sang des civils de Gaza, allumé par la brigade Qassam et par Yahya Sinwar, qui n'ont pas peur de mourir. Ils étaient préparés au martyre, à mourir. Pour la Palestine, pour Jérusalem, non. Ils sont prêts à mourir en martyrs pour la cause ultime de l'Oumma islamique. La propagande du Hamas est cohérente, ciblée et efficace. La propagande du Hamas n'est pas nouvelle. Le 7 octobre 2023, le Hamas a diffusé la nouvelle de l'attentat sur Al Jazeera. Dire à l'ennemi qu'il est temps de se venger de ses péchés contre les musulmans. Le 7 octobre 2001, Oussama Ben Laden s'est adressé au monde entier sur Al Jazeera. Dire à l'ennemi qu'il est temps de payer pour les péchés qu'il a commis à l'encontre des musulmans.
L'antagoniste dans les messages enregistrés de Ben Laden était l'Occident et Israël. Les plus grands pécheurs sont les États-Unis et Bush. L'antagoniste dans les messages enregistrés du Hamas est l'Occident et Israël. Les plus grands pécheurs sont l'Amérique et Netanyahou. Aujourd'hui, le Hamas parle de la souffrance des Palestiniens qui dure depuis près de 80 ans. Depuis la création de l'État d'Israël en 2001, Ben Laden a évoqué les souffrances des musulmans qui durent depuis près de 80 ans. Depuis la chute du califat islamique, avec la chute de l'Empire ottoman, il existe de très nombreux points communs à l'ordre du jour, ceux d'Al-Qaïda, du Hamas, mais aussi ceux d'ISIS, du Hezbollah, du Taliban, de Boko Haram, etc. Les messages peuvent varier en fonction du public cible, mais les objectifs finaux sont communs. Répandre la règle de l'islam et vaincre les infidèles. Les responsables et les porte-paroles du Hamas ont l'intelligence de ne pas mentionner les infidèles, les koufars, comme l'a fait Oussama Ben Laden. Ils ont compris que pour les vaincre, il valait mieux les diviser entre la gauche et la droite et créer les conditions pour qu'ils se battent entre le vieil antisémitisme et le wokisme. La meilleure étincelle est Israël et la Palestine. Imaginez ceci. Quand l'anarchie se répandra, les fascistes prendront le dessus, y compris les islamistes qui se fondent dans les rangs des gauchistes. Ceux qui soutiennent la soi-disant résistance armée soutiennent l'anarchie qui détruira le monde libre. Ils ouvrent la voie à un nouvel ordre mondial, ce nouvel ordre qui accuse l'Occident de vouloir imposer, pourrait nous attendre au coin de la rue, et cet ordre n'a pas de place pour la diversité et de la démocratie libérale. Retrouvons le chemin vers le centre, n'importe quel centre, tant qu'il est le plus éloigné possible des extrêmes. Pour ce faire, nous devons rester en dialogue avec les autres, avec ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Sinon, nous perdrons encore plus de bonnes personnes qui pensent soutenir une juste cause, alors qu'ils font indirectement progresser l'islam politique et ils vont détruire le monde libre. Merci. Merci Rawan, merci beaucoup. Bravo. J'ai le compteur sous les yeux, vous êtes 4, il nous reste 2 minutes, donc 30 secondes par personne. Pour conclure, est-ce que, je m'adresse d'abord au professeur d'histoire, comment va-t-on enseigner quand on sait que que la majorité des profs sont plutôt de gauche, voire d'extrême gauche, pas la majorité, en tout cas une bonne partie. Je sais qu'ils ont des difficultés, et on le sait, à enseigner la Shoah. Comment on va enseigner ce 7 octobre ? Et ça en 30 secondes, c'est ça ? Oui. Bien, merci. Non, merci. Vous n'avez plus que 28 secondes. 28, merci du cadeau. Donc, la question, elle est extrêmement importante parce qu'il y a un déficit de connaissances, un déficit de formation qui est très important sur la question, bien sûr, du conflit israélo-arabe et plus précisément du conflit israélo-palestinien, mais également sur l'histoire du sionisme, ne serait-ce que savoir ce qu'est le sionisme. Beaucoup d'enseignants ont des difficultés à définir simplement ce qu'est le sionisme et encore plus à connaître son histoire et ce que cela signifie. Vous savez, nous sommes français, je sais, nous sommes français et notre vision du monde très universaliste, républicaine, ne correspond pas à ce que Israël et ce qu'est le sionisme, c'est-à-dire un mouvement national d'émancipation, juif étant considéré en Europe centrale et orientale comme une nationalité et pas comme une religion. Ça, c'est un peu compliqué aussi pour les profs français. Donc, il y a un problème de formation. Donc, la première chose à faire, c'est de former les enseignants sur ces questions-là. Merci. Emmanuel, comment... Vous avez 10 secondes, après on passera à... Est-ce qu'on enseigne ce 7 octobre en Israël ou c'est au quotidien? Comment ça se passe?
On n'a pas à l'enseigner puisqu'on l'a vécu. Et vous savez... Comment on le transmet alors? On le transmet d'abord en se battant. Parce qu'il faut d'abord se battre, assurer la victoire et reconstruire le pays, reconstruire la dissuasion d'Israël, la cohésion de la société israélienne. Et je dirais que le message ultime, vous savez, comme on n'a pas le temps, dans le livre d'Ésaïe, il y a une prophétie qui dit que le jour de la vraie paix, le loup et l'agneau coucheront l'un à côté de l'autre. Et une blague israélienne dit que même quand cela aura lieu, il vaudra mieux être le loup que l'agneau. Merci. Je suis désolé. Je vous remercie. Merci à vous tous. Et à très bientôt. On laisse la suite. Merci.